Cette présentation constitue une introduction au XIXe siècle. Le XIXe siècle est un siècle mouvementé qui voit se succéder les régimes. Pour l'incarner un peu, nous avons choisi de représenter ici les portraits des dirigeants qui gouvernèrent la France jusqu'en 1870. Napoléon, Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe et Louis-Napoléon Bonaparte font se succéder empire, monarchie et empire à nouveau. La dernière image, provenant du tableau La liberté guidant le peuple, peint par Delacroix à l'occasion des Trois Glorieuses en 1830, incarne en parallèle la revendication populaire, démocratique et républicaine qui tente de s'imposer au cours du siècle. La question des bornes historiques se pose pour chaque siècle. Si l'on peut considérer que le siècle commence en 1800 et se termine en 1900, on peut aussi envisager le début du siècle en termes d'événements. Pour certains historiens, la Révolution française, par le bouleversement qu'elle produit, met fin au XVIIIe siècle et initie donc le XIXe. Pour d'autres, c'est la restauration monarchique et la fin de l'Empire en 1814 qui marque le début du siècle. Nous choisirons dans cette présentation une solution médiane, par souci d'exhaustivité, et intégrerons dans la présentation des différents régimes le consulat qui débute en 1799. Comment le pays évolue-t-il dans ces années ? Le territoire peut être dit en mouvement. Il connaît une certaine expansion sous le Premier Empire, puisque Napoléon, par ses campagnes, l'étend pour un temps au-delà de ses frontières. Il s'augmente aussi de la Savoie et du comté de Nice en 1860. De même, les conquêtes coloniales participent de son extension. À l'issue de la guerre franco-prussienne, en revanche, le territoire est diminué par la perte traumatique de l'Alsace-Lorraine. La souveraineté n'est de même pas garantie sur le territoire tout au long du siècle. De 1815 à 1818, l'occupation du territoire par les troupes alliées produit un grand traumatisme sur la population, traumatisme qui sera réactivé lors de l'occupation prussienne de 1870 à 1873. Ces mouvements de territoire sont le reflet des conflits auxquels prend part la France au XIXe siècle. Le règne de Napoléon est caractérisé par les grandes campagnes militaires qu'il mène à travers l'Europe et dont la littérature garde la mémoire. De nombreux conflits jalonnent le XIXe siècle. Mais si l'on se concentre sur ceux qui se jouent sur le territoire, il faut citer la rivalité avec la Prusse, qui culmine lors de la guerre franco-prussienne de 1870, que perd la France et qui entraîne la fin du Second Empire. Le XIXe siècle est enfin un siècle marqué par les révolutions. Qu'il s'agisse de la révolution industrielle, qui bouleverse l'organisation économique et sociale française, ou des révolutions politiques qui entraînent des changements de régime et déterminent jusqu'à l'urbanisation, puisque à titre d'exemple, les travaux haussmanniens à Paris, sous le Second Empire, ont en partie pour but de rendre l'espace urbain parisien moins propice aux émeutes, aux barricades et donc aux révolutions. En résumé, le XIXe siècle en France apparaît comme un siècle troublé, marqué par de nombreux changements de régime, dans le détail desquels nous allons maintenant entrer. Cette frise chronologique donne un aperçu de la multiplicité des régimes qui se succèdent en France. Le consulat, le Premier Empire, la Restauration avec la parenthèse napoléonienne des 100 jours, la monarchie de Juillet provoquée par les Trois Glorieuses, c'est-à-dire la Révolution de Juillet, la Deuxième République, provoquée elle aussi par la Révolution de 1848, le Second Empire, la Troisième République, avec à nouveau une parenthèse, celle de la Commune. Intéressons-nous maintenant plus en détail à ces différents régimes, en commençant par passer un peu rapidement sur un régime qui se situe presque hors période, le consulat, qui se veut, en théorie du moins, après la prise de pouvoir de Napoléon, la poursuite de la République proclamée en 1792. Le consulat ne dure qu'un temps et l'Empire est proclamé le 18 mai 1804, puis confirmé par plébiscite le 6 novembre, et le 2 décembre a lieu le sacre de Napoléon. Le Premier Empire est surtout marqué sur le plan militaire par les grandes campagnes napoléoniennes, qui entraînent sur les routes et à travers l'Europe des centaines de milliers de soldats, créant ainsi l'épopée napoléonienne, dont la littérature et notamment les œuvres de Stendhal, Hugo et Balzac gardent la mémoire. C'est d'ailleurs à l'issue d'une succession de défaites militaires contre l'Allemagne et la Russie que Napoléon est contraint d'abdiquer. Du côté politique, l'Empire se veut l'héritier du consulat et de la République, maintenant l'égalité de tous, s'appuyant sur le concordat et la liberté de culte.
Mais progressivement, une veine despotique se fait sentir avec la censure et la limitation des libertés individuelles. Suite à l'abdication de Napoléon, c'est Louis XVIII, frère de Louis XVI, qui est appelé au pouvoir et organise ainsi la restauration monarchique. C'est une restauration donc des Bourbons, la lignée de Louis XVI, et Louis XVIII a une véritable volonté de réconcilier les Français. Pour cela, donc, la monarchie est désormais constitutionnelle, c'est-à-dire que le pouvoir du souverain est limité par une constitution et par le Parlement. Cette constitution est plus précisément une charte que Louis XVIII octroie au peuple français. La restauration est interrompue par Napoléon, qui revient et contrôle l'armée et l'administration lors des 100 jours, donc de mars à juin 1815. Toutefois, une nouvelle défaite militaire à Waterloo met fin à son retour au pouvoir et il est exilé à Sainte-Hélène, tandis que le territoire français se voit occupé par les troupes alliées, anglaises et prussiennes. Louis XVIII revient donc au pouvoir et la restauration monarchique poursuit son cours. Louis XVIII meurt en 1824 et c'est Charles X qui prend le pouvoir, organisant ainsi une inflexion d'un côté plus conservateur, du côté des ultras, donc qui sont des monarchistes très conservateurs, avec des mesures en faveur des nobles et des émigrés qui sont de retour en France. La révolution des Trois Glorieuses, à partir du 28 juillet, met fin au règne de Charles X. En effet, le 25 juillet 1830, Charles X décide de supprimer la liberté de la presse, de dissoudre la Chambre tout juste élue et de modifier le régime électoral, éliminant ainsi les bourgeois privés du droit de vote. Cela crée des émeutes à partir du 28 juillet qui renversent donc le régime de Charles X et mettent fin à son règne. Louis-Philippe, qui est issu de la branche orléanaise, est nommé roi des Français en 1830. C'est ce qu'on appelle donc la monarchie de Juillet issue des Trois Glorieuses. C'est une monarchie qui est toujours constitutionnelle puisque le roi partage le pouvoir avec la Chambre des Pairs et la Chambre des députés. C'est une monarchie aussi dite bourgeoise, comme je l'ai dit. Louis-Philippe n'est plus le roi de France, mais le roi des Français. Il abandonne également le principe de monarchie de droit divin. La censure de la presse est interdite, le drapeau tricolore est rétabli et le suffrage censitaire est élargi. Le suffrage censitaire, c'est un suffrage qui s'appuie sur donc les revenus et les propriétés des électeurs. C'est un suffrage qui est bien sûr toujours masculin. La monarchie bourgeoise défend donc ainsi les intérêts des classes aisées. En littérature, cette période est très représentée. On trouve notamment... Les Misérables de Victor Hugo se passent d'ailleurs sous la Restauration. La comédie humaine de Balzac se passe également majoritairement sous la Restauration et la monarchie de Juillet. Le Rouge et le Noir de Stendhal est sous-titré Chronique de 1830. Et l'Éducation sentimentale de Flaubert présente également une partie de son récit sous la monarchie de Juillet. La monarchie de Juillet est renversée par les journées de février 1848, déclenchées par plusieurs facteurs, dont notamment le refus d'une réforme du système électoral et des difficultés économiques internes au pays. À l'issue des journées de février est donc proclamée la Deuxième République. Celle-ci s'inscrit dans la lignée de la République de 1792. Le suffrage universel masculin est établi, la peine de mort et l'esclavage sont abolis, la liberté de la presse est proclamée. De nombreux écrivains ont œuvré à l'avènement de la République et la soutiennent. Lamartine est chef du gouvernement provisoire, puis député, tout comme Victor Hugo, tandis que Vigny tente de l'être. L'écrivaine George Sand a beaucoup écrit pour sensibiliser l'opinion à la question sociale, et donc à la nécessité d'un régime plus égalitaire. Mais, dès juin 1848, les beaux espoirs d'égalité et de liberté prennent fin. Les ateliers nationaux créés pour fournir du travail aux ouvriers sont fermés, des émeutes éclatent, qui sont réprimées violemment. Louis-Napoléon Bonaparte, qui est le neveu de Napoléon, est élu président en 1848. Le 2 décembre 1851, il organise un coup d'État, puis le 2 décembre 1852, il est proclamé empereur, rétablissant ainsi un régime impérial. C'est ce qu'on appelle le Second Empire. L'écrivain Victor Hugo est exilé et restera donc l'opposant le plus important du Second Empire. L'Empire est d'abord autoritaire, avec un fort contrôle de la presse qui force les journaux à s'auto-censurer. De même, les fonctionnaires sont obligés de prêter serment de fidélité à l'empereur.
Le suffrage électoral reste universel, mais il est manipulé par un découpage des circonscriptions et par le système du candidat officiel. Cependant, à partir de 1860, l'Empire devient plus libéral. Le Second Empire modernise l'économie et la société française. Les moyens de communication, notamment les voies ferrées, sont développés. Des grands travaux sont engagés, en particulier dans les villes où l'exode rural fait augmenter le nombre d'habitants et la demande de logements. L'action du préfet Haussmann à Paris est emblématique de ces grands travaux, dont on voit encore les traces aujourd'hui. Le Second Empire diffuse l'image d'une certaine prospérité économique, derrière laquelle se cache cependant le grand écart entre l'enrichissement des bourgeois et la paupérisation des classes populaires. Dans les Rougon-Macquart, Zola fait l'histoire du Second Empire à l'échelle d'une famille, qui est celle donc des Rougon-Macquart. L'avènement de la Troisième République se fait dans le contexte de la guerre franco-prussienne et donc dans un temps de trouble. La capitulation à Sedan de Louis-Napoléon Bonaparte le 1er septembre 1870 entraîne la chute du Second Empire. La France est envahie et la ville de Paris en état de siège. La République est proclamée le 4 septembre par Léon Gambetta. C'est toutefois, et en dépit des nombreuses crises auxquelles il doit faire face, d'abord la Commune du 18 mars au 28 mai 1871, plus tard l'affaire Dreyfus entre 1894 et 1906, et au début du XXe siècle la Première Guerre mondiale, le régime qui parvient à s'installer de la façon la plus pérenne au XIXe siècle. C'est également le régime qui proclame en 1881 la liberté de la presse et organise l'expansion coloniale de la France. Intéressons-nous à présent au contexte économique et social de la France au XIXe siècle, en l'articulant autour d'un phénomène majeur, la révolution industrielle. Révolution qui marque le passage d'une société majoritairement agraire à une société industrielle et bourgeoise. Les facteurs qui rendent possible cette révolution industrielle sont la multiplication des banques et les modifications du système bancaire, le développement du réseau ferré qui permet la circulation des hommes et des biens, des lois qui garantissent la libre concurrence, ainsi que le progrès des techniques, tout autant scientifiques, avec la pasteurisation de Pasteur, avec les découvertes de Pierre et Marie Curie, qu'agricoles et mécaniques, avec l'invention de la machine à vapeur qui va révolutionner les transports. Cette révolution industrielle a également des conséquences d'abord sociales, puisqu'elle provoque un exode rural, ainsi que l'urbanisation de la France, en même temps qu'elle accélère le développement de l'instruction. Des conséquences économiques, avec la montée de la bourgeoisie, et en parallèle le développement du prolétariat, c'est-à-dire d'ouvriers qui ont un travail salarié mais qui ne possèdent pas de capital, qui ne sont pas propriétaires. Et de même donc la division du travail. Des conséquences enfin politiques, puisque le rôle de l'État est accru entre libéralisme et protectionnisme, que le syndicalisme se développe, avec notamment la conquête du droit de grève en 1864, en même temps que se développe le socialisme autour de la question sociale. En littérature, Zola encore représente les différentes classes sociales dans les Rougon-Macquart, et on voit apparaître dans la fiction de nouveaux personnages, le scientifique, l'ouvrier, le médecin, mais aussi ceux qui se détachent de ce mouvement d'industrialisation et s'y opposent, les poètes maudits, les artistes, les marginaux. En somme, pour résumer ce grand mouvement du contexte économique et social, on assiste à l'essor de la bourgeoisie, au développement du prolétariat, en même temps qu'à de grands progrès industriels et scientifiques. Certaines des notions que nous avons évoquées en parlant du contexte économique et social demandent à être un peu développées, même si ça ne sera que de façon synthétique. Le XIXe siècle apparaît comme le siècle du progrès. C'est une notion centrale puisqu'on constate les progrès de la science et des techniques. Et l'esprit positiviste se développe, qui considère que toute connaissance doit s'en tenir aux faits d'expérience et aux lois scientifiques et renoncer à la quête de l'absolu, et qui croit que le progrès des sciences et des techniques pourra améliorer l'humanité. C'est sous l'impulsion d'Auguste Comte, dont vous avez un texte dans la brochure, c'est le texte 80. Mais très rapidement, on se rend compte que ce progrès ne bénéficie pas à tous, ce qui entraîne le développement de la question sociale et donc du socialisme. C'est l'observation de la misère du prolétariat qui entraîne le développement des idées socialistes, qui veulent, en gros,
que le progrès bénéficie à tous. Le socialisme, qui se développe au XIXe siècle, s'oppose au libéralisme, sur lequel je reviendrai dans un instant. Les idées socialistes se développent de plusieurs façons. Il y a plusieurs courants de socialisme au XIXe siècle, avec tout d'abord les Saint-Simoniens, du nom du comte de Saint-Simon, qui conçoivent un ordre social fondé sur la notion de productivité. Ils s'opposent à l'héritage et à l'absence de travail et considèrent que seuls les citoyens qui exercent une activité productrice ont des droits. Fourier, de son côté, imagine des phalanstères, sorte de communautés utopiques dans lesquelles les êtres pourraient vivre dans une harmonie sociale. Il existe également un catholicisme social créé par Lamennais et fondé sur la charité et la justice. Plus radical, Pierre Proudhon, de son côté, attaque le principe de propriété et a cette formule célèbre « la propriété c'est le vol ». Le socialisme devient enfin international en 1864 avec la première internationale ouvrière constituée à Londres. En même temps, Karl Marx le théorise en attaquant le régime capitaliste. Le socialisme s'oppose donc au libéralisme. Le libéralisme qui s'appuie donc sur la liberté individuelle qui doit être garantie politiquement. C'est une idéologie politique héritée du XVIIIe siècle qui prônait le primat des droits de l'individu face à l'État et mettait en avant une conception du bonheur comme ne pouvant se comprendre qu'à l'échelle individuelle. Le libéralisme, donc, comme l'indique le terme, met en son cœur la notion de liberté individuelle qui doit être garantie politiquement, ce que fait donc la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789. La pensée libérale entend garantir les libertés, le problème étant qu'il s'agit parfois des libertés d'un groupe assez réduit. Par exemple, c'est parfois sous certains régimes les libertés des propriétaires bourgeois, notamment sous la monarchie de Juillet. Le libéralisme a aussi une acception économique, qui part également du XVIIIe siècle et de la maxime de Vincent de Gournay, « laisser faire, laisser passer », qui implique ainsi l'idée d'une libéralisation du marché économique par l'absence d'interventionnisme étatique. Le marché devant, d'après Adam Smith, se réguler lui-même par la main invisible. Le libéralisme, vous le voyez ici, est une idéologie compliquée qui connaît de multiples acceptions. Il faut en retenir surtout l'idée de liberté de l'individu et être sensible à ces manifestations dans la littérature du XIXe siècle. Lié au positivisme, que j'évoque rapidement ici car vous en avez un texte dans la brochure, c'est le texte 82, le scientisme considère la connaissance scientifique comme la connaissance absolue. Ces grands courants scientifiques, le positivisme ou le scientisme, se développent aussi dans les sciences humaines et notamment dans les connaissances historiques, entraînant un regain d'intérêt pour l'histoire qui devient désormais une matière scientifique. Et cet intérêt pour l'histoire se retrouve aussi dans la littérature qui forme un couple avec l'histoire. Comme vous avez pu le voir, lorsque nous évoquions les différents régimes politiques, il y avait toujours un lien à la littérature. Intéressons-nous désormais au contexte culturel et littéraire, en notant tout d'abord le développement de l'instruction. De la création des lycées sous le Premier Empire en 1802 à l'enseignement primaire obligatoire et laïque en 1882, la France s'alphabétise, ce qui entraîne une augmentation du nombre de lecteurs. On assiste également à un essor de la presse. D'une part grâce à la multiplication des tirages rendus possibles grâce aux avancées mécaniques, et de l'autre par l'augmentation du nombre de lecteurs qui donc augmente la demande en presse. La presse joue un rôle politique de diffusion des informations, mais aussi un rôle littéraire, puisqu'on y publie beaucoup de littérature. Des œuvres littéraires très célèbres ont ainsi d'abord été publiées en feuilleton. Les Mystères de Paris d'Eugène Sue, dont vous avez un extrait dans la brochure, les différents tomes des Rougon-Macquart de Zola. Balzac également publie des nouvelles dans la mode. Le Spleen de Paris est publié par Baudelaire dans la presse. De même, Madame Bovary est publiée d'abord sous forme de feuilleton dans un journal. La société du XIXe siècle est presque déjà une société du spectacle, puisque le nombre de théâtres se multiplie et qu'il est commun pour le public, aussi bien populaire qu'aristocratique, de s'y rendre le soir. C'est un siècle qui est littérairement foisonnant, avec la multiplication des courants littéraires, le romantisme, le réalisme, le naturalisme, le fantastique, le symbolisme, le parnasse,
Je vous renvoie pour plus de détails sur ces courants aux présentations qui sont dédiées. Mais ce foisonnement littéraire est en même temps contraint par la censure qui existe toujours et les fluctuations de la liberté de la presse. La censure est principalement active autour de la question de la morale publique et religieuse, tandis que les libertés de la presse sont contraintes souvent pour des raisons politiques. La censure et les limitations de la liberté de la presse impliquent donc des stratégies de la part des écrivains et des journalistes, avec donc des discours implicites, des déplacements spatiaux et temporels des intrigues des romans. En 1881, en revanche, la loi sur la liberté de la presse assure celle-ci. De nombreuses œuvres célèbres ont rencontré des problèmes avec la censure, et notamment la même année, donc en 1857, Les Fleurs du Mal et Madame Bovary qui font l'objet de procès au nom donc d'une atteinte à la morale publique et religieuse. Flaubert avec Madame Bovary gagne son procès tandis que Baudelaire est condamné pour Les Fleurs du Mal et doit donc retrancher certaines pièces. De même, certains drames romantiques ont eu affaire à la censure. Je vous renvoie donc à la présentation sur le drame romantique pour en savoir davantage. Essayons pour finir d'aborder de façon très générale la place des écrivains dans la société du XIXe siècle. Paul Bénichou situe entre 1750 et 1830 ce qu'il appelle le sacre de l'écrivain, c'est-à-dire l'apparition d'une nouvelle conception des écrivains comme dotés d'une mission et d'une forme d'autorité qui fait d'eux des sortes de guides. La place des écrivains varie au cours du XIXe siècle. Nous allons ici tenter d'en donner certaines variations. Toutefois, il ne faut pas aborder ces catégories de façon trop stricte et bien imaginer qu'il y a des superpositions. Les débuts du romantisme sont marqués par une forme de désillusion suite à l'effondrement de l'ordre ancien. Une certaine nostalgie s'exprime en même temps qu'une tentative de reconstruire du sens. C'est davantage la figure du poète romantique qui s'impose à ce moment. Le romantisme s'infléchit ensuite vers une forme de révolte sous la monarchie de Juillet, avec des revendications égalitaires face au constat de la paupérisation d'une partie de la société. L'artiste se voit doté d'un rôle missionnaire, il doit guider le peuple. On pense bien sûr ici aux écrits de Victor Hugo ou de George Sand. L'échec de la Deuxième République brise cette croyance en les pouvoirs de la littérature pour beaucoup d'écrivains, qui se replient dans les recherches formelles et dans une certaine autonomie de l'art. La modernité poétique est en grande partie issue de cette désillusion. En même temps, et tout au long du siècle, la nécessité de vivre de sa plume pousse certains écrivains à se faire journalistes. Cette pratique journalistique est formatrice et influence l'écriture littéraire. Pour certains, cependant, c'est un dévoiement auquel ils sont contraints et qui qualifie même parfois de façon hyperbolique de prostitution. Mais c'est notamment cette pratique journalistique qui va participer du développement d'une forme d'écriture engagée. Enfin, les années 1880 voient émerger une figure nouvelle, celle de l'intellectuel qui connaît sa pleine expansion dans le cadre de l'affaire Dreyfus et qui continue à exister aujourd'hui. Pour résumer donc, le XIXe siècle est sur le plan politique une période instable avec de nombreux changements de régime. La société change et on voit l'apogée de la bourgeoisie en même temps que le développement du prolétariat. Économiquement, de grands mouvements de capitaux se produisent grâce aux progrès scientifiques et industriels qui les encouragent en retour. La littérature de l'époque se fait le reflet de ces évolutions, en représentant toutes les couches de la société, en mettant en scène les fluctuations historiques et politiques, et en questionnant la croyance aveugle au progrès.